Alors, merci beaucoup pour cette gentille introduction. Merci surtout au CIS de Laval d'avoir pensé à moi là, pour clore votre événement qui, je sais, a été reporté, je ne sais pas pour quelle raison, mais enfin pour une raison quelconque au fil du temps. Donc, juste mes divulgations, je suis présentement la présidente du Comité sur l'immunisation du Québec et j'ai été la présidente du Comité consultatif national de l'immunisation de 2017 à 2021. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, là, c'est un peu un mélange de ce qui avait été prévu au départ, puis ensuite des questions qui ont été soulevées par le comité scientifique, parce qu'en fait, je voulais vraiment être capable de répondre à vos besoins. Et donc, je vais vous parler un petit peu au départ de la recherche en temps de pandémie, la mienne en particulier. Puis ensuite, on sautera dans le sujet de la communication scientifique et de la désinformation. Donc, peut-être juste revenir en mars 2020 où on faisait tous à peu près de la recherche et où toutes les activités ont été mises sur pause. Je pense que les choses ont évolué quand même favorablement au cours de la pandémie, mais au tout départ, quand on n'avait pas de vaccin et qu'on n'avait pas d'équipement de protection individuelle, c'est sûr que ce qu'on a essayé de garder en place étaient les activités de recherche essentielles. Et par essentiel, ce que les différents centres de recherche ont établi, ça a été en fait, les études randomisées contrôlées, particulièrement les études pour lesquelles une a No Objection Letter de Santé Canada avait dû être demandée parce qu'évidemment, le monitoring était beaucoup plus serré. Mais autrement, à peu près toutes les autres études où on devait rencontrer des patients pour de l'observation ou autres ont été arrêtées. Et ça a pris quand même jusqu'à l'été 2020 pour qu'on puisse reprendre. Donc, il y a énormément d'équipes qui ont vécu du retard dans leurs projets, particulièrement en termes de recrutement. Je peux vous dire particulièrement que pour mon étude aux soins intensifs de néonates, où on regardait l'impact des environnements éviers sur la colonisation des prématurés, acéracia et autres organismes multirésistants, on a été obligé d'arrêter complètement le recrutement parce que mes assistantes de recherche n'avaient pas le droit d'entrer dans l'unité de néonates parce que justement, on voulait pas rentrer, mettre les bébés à risque ou le personnel à risque en faisant passer des gens aller-retour. Bon, maintenant qu'on en sait beaucoup plus, on aurait pu continuer, mais à cette époque-là, ne sachant pas trop à quoi on avait affaire, je pense que la décision était judicieuse. Et donc, dans ce contexte-là, la plupart d'entre nous avons été obligés de repenser les protocoles pour être capables de poursuivre ou autrement, certaines équipes, par exemple les équipes en VIH, se sont toutes tournées assez rapidement dans tout ce qui était immunologie autour de la COVID-19. Donc, les gens ont quand même réussi à aller se chercher des fonds ailleurs, utiliser leur connaissance, leur expertise, leur technique pour étudier autre chose que leur bestiole principale. L'autre enjeu qui nous est arrivé par la suite, c'est qu'une fois qu'on déploie des projets en COVID-19, bien souvent, on veut voir nos participants qui ont la COVID-19, soit pour des prises de sang, études immunologiques, vaccination ou tout le reste, ou traitement. Et là, on s'est rendu compte que la plupart des hôpitaux ne laissaient pas entrer des participants positifs à l'hôpital. Et donc, à Sainte-Justine, par exemple, on avait deux études. Nous, on avait la Recover qui était et qui est encore une étude de cohorte où on recrute des travailleurs de la santé qui ont fait la COVID, qu'on suit dans le temps avec des prises de sang. Et à chaque fois qu'ils avaient un symptôme compatible avec la COVID, mais on voulait qu'ils soient testés. Et s'ils étaient positifs, on voulait pouvoir faire des sérologies et des analyses immunitaires en aigu puis en convalescent. Il y a eu aussi l'étude Protect à Sainte-Justine, qui était une étude où on visait une étude randomisée contrôlée où on visait à voir l'efficacité de la vitamine D dans la prévention de la COVID. Mais encore une fois, si jamais le participant est positif, on voulait être capable de le voir. Et dans ces deux cas-là, la prévention des infections, c'est-à-dire moi avec l'autre moitié de mon cerveau, disait, ben, je ne peux pas vraiment faire rentrer des participants positifs n'importe où, je n'ai pas de chambre à pression négative, on n'a pas nécessairement suffisamment de masques, etc. Et donc, il a fallu trouver un moyen pour pouvoir voir ces participants-là. C'est sûr que les voir à la maison, c'est une chose, mais donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé des locaux à proximité de Sainte-Justine qui appartiennent à Sainte-Justine, mais qui donnaient directement sur la rue et où il n'y avait pas de contact entre ces participants-là et la clientèle de l'hôpital. Et donc, on voyait les participants dans une salle qui était moyennement ventilée, fait que j'ai ouvert les fenêtres et pour lesquelles j'ai donné des équipements de protection individuelle à mes assistants de recherche.
Cela étant dit, au CUSM, les équipes là-bas n'ont jamais été capables de voir des participants positifs. Encore à ce jour, les participants positifs n'ont pas le droit de rentrer dans l'hôpital, ce qui est un problème. Donc, eux, tout ce qui est prélèvement aigu, on n'était pas capable de le faire. Et dans les Hautes-Jouiches, ils ont réussi à trouver un moyen, puis dans notre centre de vaccination à Pierrefonds aussi. Mais juste pour qu'on réalise que parfois même moi, là, je suis devenue dichotomique, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je voulais permettre pour mon projet de recherche, mais que je ne pouvais pas permettre d'un point de vue prévention des infections. Alors, ça a pris énormément de créativité pour réussir à faire avancer les projets. Les autres enjeux depuis, donc je vous donne comme autre exemple le Popcorn, qui est notre plateforme financée par les IRSC, qui comprend les 16 hôpitaux pédiatriques canadiens, où on fait différentes études sur la COVID, enfin, peu importe. Là. Je vous dirais que pendant que d'autres pays réussissaient à produire des résultats à un rythme effréné, qu'on regarde juste le Royaume-Uni ou avec le réseau NHS et ce qui était déjà en place, ont été capables de répondre à diverses questions, genre est-ce que la dexaméthasone marche pour traiter la COVID? Pendant ce temps-là, au Canada, on avait plein de financements. Bon, ça a été un peu long à avoir le financement, c'est-à-dire qu'on se faisait dire oui, vous êtes financé, mais ça prenait 6 mois de négociation avec l'Agence de santé publique du Canada avant de réussir à avoir ce financement-là dans nos coffres. Et par la suite, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les autres pays, mais au Canada, en termes de contrat interuniversitaire, c'est un mal de tête total et constant. C'est-à-dire que présentement, donc j'ai été financée pour Popcorn, j'ai su le 8 mars que j'ai été financée, rétroactif au 1er mars, annoncé il n'y a pas longtemps, mais il fallait quand même que ce soit rétroactif au 1er mars 2022. J'ai 2 ans pour compléter ces études-là. On est rendu le 20 mai. On est encore en négociation de contrat entre les 16 sites, puis ce n'est pas le nôtre qui bloque. Là, nous, on a envoyé nos soumissions de contrat aux 16 autres sites. Et dépendamment de l'hôpital, ça coince plus ou moins en disant « moi, je veux tel truc dans la clause A, puis moi, je ne veux pas l'autre truc dans la clause B ». Et tant et aussi longtemps que tous ne sont pas d'accord avec le contrat, je ne peux pas commencer la ronde de signature. Donc là, présentement, c'est l'Alberta qui bloque pour différentes raisons. Ça dépend parfois du chercheur, ça dépend parfois du bureau de contrat, mais je ne suis pas capable de commencer la signature. Et ça, c'est juste le contrat. Au-delà du contrat, ça me prend des accords pour le transfert de matériel, transfert de données que j'essaie de rentrer dans le contrat principal. Et le protocole doit être soumis au comité d'éthique parce qu'évidemment, bien qu'on ait une soumission éthique provinciale pour le Québec qui fonctionne relativement bien avec des comités d'éthique qui ont été très agiles pendant la COVID, ben, ça me prend quand même des soumissions dans les 16 autres centres du Canada avant de pouvoir même commencer. Donc, c'est juste pour vous expliquer à quel point on est absolument incapable de rivaliser avec les autres pays et malgré le financement qui a été mis dans la COVID, on a été incapable de sortir des données qui sont d'une utilité quelconque en temps à peu près réel. Santé Canada est aussi parfois complexe. Là, quand on a besoin d'un no objection letter, il se donne 30 jours pour répondre. Quand on a besoin d'utiliser, par exemple, de nouvelles méthodes de collecte d'échantillons, ben, ça prend quand même un accord de Santé Canada qui peut prendre entre 2 et 4 semaines avant de nous répondre. Le recrutement n'a pas été si facile que ça non plus. On se rappellera que pour approcher un patient pour des fins de recherche, il faut que le médecin traitant discute ou l'équipe traitante discute du projet avec le participant, alors qu'idéalement, je pense qu'on devrait être capable de faire signer un accord quand les patients entrent à l'hôpital pour dire vous êtes dans un hôpital où il y a de la recherche, une équipe pourrait vous contacter, êtes-vous d'accord, oui, non, puis à ce moment-là, cette première étape-là est déjà passée. Et donc, comme je vous dis, là, tout le reste est hyper bureaucratique, éthique, contrat et budget, et ce qui fait que c'est à peu près impossible de commencer un recrutement en dedans de 3 mois. Puis le 3 mois, ça, je vous dis, on travaille nuit et jour. Mon bureau de contrat est hyper gentil avec moi, où ils me répondent à toute heure du jour et de la nuit. Et malgré ça, on n'y arrive pas.
Et par ailleurs, au Québec particulièrement, puis vous le savez, là, comme on est soumis au Code civil, on ne peut même pas utiliser des échantillons résiduels de patients pour faire, par exemple, des études de séroprévalence sans avoir un mandat de surveillance du directeur national de santé publique. Alors que dans les autres provinces, aussitôt que c'est considéré surveillance, ils sont capables d'aller chercher les échantillons résiduels et donc ils sont capables de faire, par exemple, des études où on sait que X% de la population de Colombie-Britannique stratifiée par groupe d'âge a des anticorps contre la rougeole. Nous, ici, c'est toujours un peu comme un arrachage de dents, là, et donc, idéalement, si on pouvait avoir une capacité à faire autrement et à faire plus agilement, ça serait fort utile. Donc, je passe maintenant à la désinformation en sciences. Vous savez peut-être déjà ce qu'est en fait, que l'OMS a déclaré qu'en plus de la pandémie, on a eu une infodémie. Donc, ce que c'est quand il y a trop d'informations qui parfois est fausse ou peut mener à de fausses conclusions, qu'elles soient sous forme digitale ou physique, qui nuit à la gestion d'une éclosion parce que ça cause la confusion. Les gens pensent que la vérité, elle est là alors qu'elle n'y est pas. Puis c'est sûr qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est dépendamment de notre chambre à écho, on peut se faire renvoyer toujours la même désinformation et donc pas réaliser que ce qu'on lit est en fait faux. L'autre chose, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ne consultent plus les médias traditionnels, donc n'écoutent plus la radio, la télévision, ne lisent plus les journaux et ne sont informés que par leur fil Twitter ou leur fil Facebook. Et dépendamment donc de qui on suit, il peut y avoir énormément d'enjeux à ce niveau-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait face à la désinformation? En fait, cette désinformation-là, elle existait déjà, mais on s'en rendait probablement moins compte. Moi, je suis dans le domaine de la vaccination depuis le début de ma carrière, puis depuis le début, on voit qu'il y a de la désinformation. Si on ne prend que Wakefield et à quel point ça a été dommageable pour la vaccination contre la rougeole en Grande-Bretagne, aux États-Unis, puis à une moins grande échelle au Canada. Mais donc, la désinformation se met en place parce que elle répond à la peur et à l'anxiété de la population générale. C'est sûr que dans une période de pandémie où les données sont manquantes, où les recommandations changent de jour en jour parce qu'au fur et à mesure qu'on en apprend, on modifie nos recommandations. La désinformation, elle, répond à un besoin où on dit « mais c'est pas vrai, le virus n'existe pas, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, continuez à vivre comme d'habitude, la vie, ça va bien aller ». Et donc, cette désinformation-là répond à ce besoin-là. Souvent aussi, les concepts qu'on essaie d'expliquer sont hyper difficiles à comprendre. Tout est dans la nuance. Puis je vous dirais que l'ours moyen, lui, ne veut pas de la nuance. Il veut une réponse noire ou blanc, alors que la science n'est jamais tout noir ou tout blanc. Et la désinformation aide à gérer l'incertitude et l'inconnu. Donc, en préparant cette présentation-ci, j'ai trouvé un super bon compendium qui a été publié dans le PNAS en 2021, qui était à propos de la désinformation et de la science. Donc, je vous résume un peu ce qu'il y en est, mais je vous ai mis la référence si vous voulez aller lire les 7 ou 8 articles qui ont été publiés à partir d'une conférence qui avait été donnée en 2019. Et donc, la raison pour laquelle on a cette désinformation-là, il y a plusieurs acteurs qui en font partie. Les médias, certainement, sont un. Et donc, ce dont les médias ont besoin, c'est de revenus publicitaires et de trafic, qu'on soit un média écrit traditionnel ou un média digital. Et donc, pour ce faire, évidemment, ça prend des titres accrocheurs. Donc, j'ai découvert récemment que la personne qui met le titre, le grand titre sur l'article de journal, c'est pas le journaliste. Fait que le journaliste écrit son article, l'envoie au copy editor et c'est le bureau chef qui décide ce qu'il met comme titre, ce qui sera le plus accrocheur ou pas. Alors, des fois, vous lisez le grand titre, puis vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, vous allez cliquer dessus, vous allez lire l'article et là, le journal est content. Puis c'est vraiment en lisant tout l'article qu'on se rend compte que le titre n'avait rien à voir. C'est sûr que par ailleurs, avec les médias sociaux, on a l'impression que la population a moins de temps et d'attention pour les nuances et la réflexion. Quand on ouvre un article de The Atlantic qui fait 10 pages, la moyenne des ours va dire « Mon Dieu, c'est bien trop long, c'est écrit trop petit », il va fermer l'article puis va aller lire le résumé. Puis en fait, quand on parle à nos collègues, même en médecine, c'est la raison pour laquelle Twitter est si attrayant, c'est que tu n'es plus obligé de lire l'article au complet. Il y a quelqu'un qui te l'a digéré en 144 caractères,
puis ça vient de finir là. Un ou deux tableaux, c'est facile. On a l'impression d'avoir l'essentiel de toute la réflexion, alors que parfois dans la discussion, quand on la lit au complet, on en retire une vision un peu différente. Et finalement, les médias carburent à l'émotion, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui vient nous chercher, on a l'impression d'avoir envie d'aller le lire, et ça aussi, ça fait partie de leur revenu publicitaire et de leur trafic. D'un autre côté, les médias ne sont pas les seuls à blâmer. Je pense que comme scientifique, on a aussi un nombril à regarder. Donc, c'est sûr que comme scientifique, présentement, on a de la pression pour rendre nos résultats attirants. Encore une fois, pour être promu, j'ai besoin d'un indicateur de productivité. Je n'ai toujours pas compris ce que mon H-index faisait dans la vie, là, mais mon H-index puis le Altimetrics est hyper important pour certaines promotions. Si je veux avoir ma chaire de recherche, il faut que je démontre qu'au-delà de publier des choses d'intérêt pour un petit groupe, que ça a aussi une portée beaucoup plus large. Donc, dans ce contexte-là, les scientifiques vont avoir tendance aussi à modifier leur message pour être capables d'aller chercher un plus grand lectorat. Pour certains, ça fait partie de leur promotion de carrière, mais en Chine, par exemple, les chercheurs qui publient dans des grands journaux ont des bonus salariaux importants. Et donc, ça peut aussi donner envie, pas nécessairement de modifier nos résultats, mais de les rendre les plus sexy possibles. Il y en a certains qui cherchent les feux de la rampe. Et donc, quand on présente, quand on est dans les médias parce qu'on aime cette attention-là, bien, on a parfois tendance à dire des choses qui vont faire que les gens vont revenir nous voir. Tu sais, semer la controverse, dire des choses qu'on a l'impression que le public a envie d'entendre, ça fait en sorte qu'on nous rappelle plus souvent. Je pense que ça aussi, ça fait partie de notre responsabilité scientifique de savoir pourquoi on est dans les médias et qu'est-ce qu'on recherche en fait comme objectif. Les serveurs pré-publication, tous les preprints ont été hyper utiles pendant la pandémie parce que même moi, je les ai utilisés. Là, on sait que du moment où je soumets un article pour un journal avec des comités de revue de pair, ça peut prendre 3 à 6 mois parfois avant que ça soit publié. Puis j'ai besoin que ça soit vu rapidement parce que ça peut modifier une recommandation de santé publique, ça peut modifier une prise en charge. Et donc, de le mettre sur un serveur preprint avant la validation par la revue par les pairs, c'est quelque chose que nous avons tous fait. Par contre, il y a du bon et du mauvais sur ces serveurs-là. Si vous passez à travers, il y a vraiment des trucs qui sont atroces, là. Mais le journaliste, lui, il ne va pas nécessairement faire ce travail-là, se demander si l'article qui a vraiment l'air cool puis qui explique tout est bien fait ou pas. Il y a des biais de publication, donc c'est sûr que quand c'est des résultats négatifs, on le sait déjà, là, les journaux ont moins envie de les publier. Et tout ce qui est publication je ne sais pas comment ça se traduit, là, mais le predatory publishing, où ce sont des journaux ouverts qui demandent du financement en retour. Ça, c'est correct, je n'ai pas de problème avec le open publishing, mais où il n'y a pas vraiment de processus de revue par les pairs, où le processus de revue par les pairs est hyper biaisé parce que leur seul but, c'est de publier pour pouvoir empocher le 4 500 $ qui vient avec la publication. Ça aussi, ça pose problème parce qu'on a l'impression que c'est un journal qui est sérieux, mais en bout de ligne, c'est pas mieux que de le mettre sur Facebook finalement. Et ce qu'on a vu aussi beaucoup pendant la pandémie, c'était des gens qui ont, tu sais, je l'ai dit, là, moi, je ne fais pas de recommandations sur des communiqués de presse et toutes les compagnies pharmaceutiques ont fait ça, c'est-à-dire qu'avant de publier leurs données, ils ont émis un communiqué de presse qui, au départ, est vraiment plus pour leurs investisseurs, pour leur dire, écoutez, ça marche. Mais les gens avaient envie qu'on fasse des recommandations sur le fait que Pfizer disait que leur vaccin est à 92 % efficace, alors qu'on n'avait pas vu les données puis qu'on n'avait pas pu se demander s'il y avait des biais ou pas. Et donc, souvent, entre la revue de presse, entre la revue de presse, l'abrégé et les résultats, il y a parfois des choses qui sont décevantes. Et donc, tout ça peut mener à une surinterprétation, une extrapolation des résultats où on priorise le trafic plutôt que l'exactitude. On perd la nuance et quand on a besoin de lumière, ben, parfois, il faut quand même apprendre à s'en tenir à son expertise et être capable de dire qu'on ne sait pas. Donc, ça, c'était pour le rôle du scientifique. En termes de solutions, ben, il y en a quelques-unes quand même.
C'est sûr qu'au niveau de la productivité pour l'embauche, promotion et financement, il faudrait réussir à changer ce paradigme-là. C'est-à-dire que dans le publish or perish, on pourrait viser la qualité plutôt que la quantité. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre nos résultats de recherche puis essayer de les diviser en 10 là, avec des tranches de saucisson très, très minces, on pourrait publier un article solide où toute l'histoire est racontée. Et c'est comme ça que ça se faisait avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez des vieux articles publiés, mais il y en a qui faisaient 30 pages, puis c'était super chouette parce que tu passais à travers et tu voyais toute l'histoire du projet de recherche. Et donc, ils publiaient une fois à la fin quand les données étaient solides et finalisées. On peut aussi évidemment enregistrer les protocoles, c'est-à-dire que peu importe le résultat, on saura qu'il y a un protocole de recherche qui a été fait. Donc ça, présentement, c'est fait pour les méta-analyses et pour les études randomisées contrôlées. Certains sponsors, certaines sources de financement demandent aussi que les études observationnelles soient enregistrées, mais bon, souvent, c'est moins utile. Mais au moins, ça contrevient un peu, en fait, ça limite le risque de biais de publication. De faire de l'open science, c'est-à-dire de permettre l'accès aux données à d'autres pour qu'on puisse répliquer les résultats, les étudier sous d'autres angles. Ça permet aussi, évidemment, de limiter les risques de biais ou de mauvaises interprétations des données. Je pense que ça prend des journalistes scientifiques. On voit, en tout cas moi personnellement, là, je vois la différence entre donner une interview à, par exemple, Valérie Borde de l'Actualité ou tous les journalistes des années-lumière versus le journaliste lambda qui m'appelle un samedi après-midi pour me dire Docteur Quach, j'aimerais pouvoir savoir pourquoi est-ce que les cas ont augmenté hier. Tu sais, c'est comme ça, n'a aucun sens. Là. Il y a des journalistes, surtout en fin de semaine, parce que c'est souvent les plus juniors, qui appellent sans avoir rien lu et qui veulent juste une citation pour mettre dans leur papier, mais après ça, ça ne vaut pas la peine parce qu'ils n'ont rien compris. Donc, d'avoir des journalistes scientifiques bien formés, ça vaut vraiment la peine. Et ça, je pense que la pandémie l'a bien démontré. Et évidemment, il faut en amont éduquer la population en général à ce qu'est la science, qui comprennent que la science est un processus itératif. On n'arrive pas du jour au lendemain à la solution finale, que parfois on est obligé de retourner à la planche à dessin parce qu'on pensait que ça allait marcher et ça ne marche pas. Et qu'entre scientifiques, on s'engueule régulièrement. Habituellement, on faisait ça dans les congrès, mais là, présentement, on fait ça sur la place publique, parfois même sur Twitter, et qu'on a tous on regarde tous par un bout de la lorgnette, donc on peut interpréter les résultats différemment. Et ça, je pense que ça met certaines personnes du public un peu plus mal à l'aise. Mais tout ça pour dire que ça prend de l'éducation en amont dès les petites classes pour qu'on puisse, que les enfants puissent comprendre quand ils vont devenir adultes, là, de quoi ça a l'air un article scientifique ou des données scientifiques qui tiennent la route de celles qui ne la tiennent pas. Donc, pour communiquer la science maintenant, pardon, c'est parce qu'il y a des chats qui rentrent, puis je ne sais jamais si c'est pour me dire que j'ai plus de temps. Donc, pour communiquer la science maintenant, c'est sûr qu'au départ, on pensait que ce qu'il fallait faire, c'était corriger les faits quand il y avait des gens qui disaient des choses qui étaient mal informées. Mais en fait, ce que la science, ce à quoi la science sociale en a conclu, c'est qu'on peut corriger les faits, mais ce bienfait-là est assez limité dans le temps. Il faut changer la façon dont on raconte la science. Donc, le storytelling, on raconte notre récit, une histoire qui cherche à faire des connexions par l'expérience humaine, donne de la valeur à la réalité, puis ça devient à ce moment-là beaucoup plus signifiant pour la personne. Ça peut à la fois jouer pour la désinformation, et souvent, ils sont très forts, ceux en désinformation, à utiliser cette façon de faire-là, mais comme scientifique, on peut aussi le faire pour promouvoir les données scientifiques. Donc, la science et le récit cherchent à donner un sens au monde qui nous entoure, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la force de la désinformation. Et donc, on a besoin de changer notre emphase de juste disséminer les faits, à leur donner une connotation plus expérientielle, je vous dirais, c'est un mauvais mot, mais pour que les gens puissent s'y rattacher, parce que c'est comme ça que ça s'intègre dans leur cerveau. Donc, de donner des exemples concrets, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Je me suis plantée une fois, mais les autres fois, ça a bien été. Mais de donner des exemples concrets sur, bon, moi, qu'est-ce que je vais faire à Noël, là, puis pourquoi, à ce moment-là, ça se transmet beaucoup mieux.
Donc, en conclusion, je pense que l'avenir appartient aux sciences humaines et sociales. Ils vont en avoir pour les 20 prochaines années à comprendre ce qui s'est passé parce que cette pandémie-là a quand même mis en valeur que la désinformation était là pour durer, que la fracture sociale est aussi là pour durer. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va s'en sortir. Je vous dirais que ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était l'arrimage de la science avec la politique, c'est-à-dire que les scientifiques peuvent parler et peuvent influencer, mais je ne pense pas que les scientifiques devraient gouverner. Les décisions ont encore besoin d'être prises par le politique, mais bien informées par les évidences scientifiques que nous allons mettre à jour. Et finalement, ça prend un espace de dialogue où on pourra échanger de façon respectueuse parce que ce respect-là aussi s'est perdu là, au cours de la pandémie. Alors, j'ai fini. Merci. Merci. Moi, Alex, Virgile, nos animateurs sont... Ah! Je vous laisse. Virgile, on ne t'entend pas. Oui, enfin, oui. Bon, merci beaucoup, Dr. Quash. Le storytelling, hein? C'est ça, hein? Et vous maîtrisez celui-là pas mal. Je ne savais pas que c'est ce que vous faites, mais ça marche. Je vous dis que ça marche très, très, très bien. C'est pour ça qu'on a le goût de s'approprier. C'est pour ça qu'on s'approprie ce que vous dites. Félicitations. Ça fonctionne vraiment très bien. Mais merci beaucoup pour cette super belle présentation. Puis, mon Dieu, que c'est complexe. Il faut être motivé pour vouloir faire la recherche. Quand j'écoute toutes les embûches, puis la complexité de toute la patente, d'autant plus, je dois vous féliciter, puis féliciter les scientifiques pour ça. C'est vrai, l'importance de la complexité d'une vulgarisation adéquate, c'est sûr que ça montre toute l'importance de la faire comme il faut. Puis c'est sûr que le citoyen moyen a beaucoup plus tendance à écouter un récit émotif qu'un récit scientifique avec des données exprimées, même s'ils sont clairement exprimés, s'il n'y a pas de sentiments, s'il n'y a pas de vécu, vous avez des expérientiels, je pense que c'est important que ça soit expérientiel. Merci encore une fois. Est-ce que, quand vous parliez de, je ne sais pas si vous avez une suggestion, quand vous parliez de la littératie et de l'éducation, ben pour les enfants, oui, peut-être on peut, il y a de l'espoir, mais pour l'adulte moyen et moins jeune, comment qu'on peut se débrouiller dans tout ça? Déjà, les scientifiques sont tellement, ça, ce que vous expliquez avec beaucoup de clarté, déjà les scientifiques sont un peu biaisés. Alors, le citoyen moyen, comment qu'on peut faire pour se débrouiller? Je vous dirais que c'est très difficile. Il faut vraiment reprendre du début, puis retourner à l'article original et lire, voir si on a l'impression qu'on a oublié des patients, qu'il y a un biais là-dedans. Et souvent, c'est de mettre en contraste différents articles pour dire « Ah oui, mais lui, il disait ça, puis lui, il dit complètement le contraire. » Donc, il semble y avoir un enjeu là. Il existe des sites aussi où on apprend la science, tout simplement, les mesures scientifiques, les biais. Et je pense qu'à force d'écouter et de lire, on finit par s'en sortir. Moi, je regarde mon mari qui est avocat, là, qui est aucunement scientifique, qui s'en vient pas mal bon pour débusquer les biais dans les études, particulièrement les études de nutrition et de diète et de physiologie de l'exercice, parce que c'est ce qui le fait triper. Mais à force d'avoir lu, puis d'écouter des blogs, d'écouter des gens discuter, il est capable maintenant de les identifier. Mais ça prend du travail, c'est certain. Et ça ne vient pas du jour au lendemain, là, ça, je vous le garantis. Mais je pourrais envoyer à la personne, à Jacinthe, le site que j'avais trouvé qui était très bien fait pour le b.a.-ba de la littératie scientifique. Excellent. J'ai quelques questions, Alex, à moins que tu voulais dire quelques mots. J'ai des questions. Je te reviendrai après. Vas-y, Jacinthe. La seule chose, il faut que je vous le dise, je préside un comité à midi. Je sais, sur ça, je sais. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes. On va profiter de vous le plus longtemps possible. Est-ce que vous pensez que certaines choses vont changer maintenant, post-pandémie, dans l'obtention des autorisations ou autres?
On est en train de pousser très fort pour ça, mais c'est pas gagné encore. Je pense qu'avec la nouvelle réforme de Dubé, on espère avoir accès aux données plus facilement. Je pense qu'au Québec, on s'en tire pas trop mal, mais c'est vraiment dans ce qui est l'interprovincial où c'est vraiment débile. Puis pour les contrats, Nagano fonctionne à peu près, là, mais en tout cas, je ne sais pas. Bref. Ouais. Je pourrais peut-être vous reparler de ça parce qu'il y a beaucoup de travaux, beaucoup de pression qu'on peut faire autour de la table nationale des directeurs de la recherche. C'est une question qui revient fréquemment. Donc, comment faciliter le parcours du chercheur, c'est sur les 12 travaux d'Astérix, bien souvent. C'est sûr que tout ça est mis en place pour protéger les patients, protéger l'organisation, protéger les chercheurs eux-mêmes. Et des fois, c'est un peu trop épais, peut-être. Mais vous m'avez bien fait rire aussi quand vous parliez des articles de 30 pages. J'ai eu la chance d'en faire moi-même, des articles de 30-40 pages. Aujourd'hui, c'est absolument impensable, là. Donc, il faut se rapprocher du Twitter, malheureusement. On a eu une présentation un peu plus tôt sur Twitter. Je pense que le rôle du scientifique est à repenser, est à revoir aussi dans une conjonction ou une collaboration avec les journalistes, avec les politiciens, avec les établissements, vraiment dans une mobilisation plus intense. Probablement, en tout cas, moi, c'est ce que je vois là, de très, très fort dans ce que vous avez présenté aussi, qui s'insère dans un pivot de communication, qui soit positif ou négatif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais une autre question. Pensez-vous que les sciences, peut-être scientifiques, là, je ne sais pas trop, mais que les sciences ou les scientifiques eux-mêmes ont participé à l'augmentation de la désinformation depuis le début de la pandémie? Ah, je pense que oui. Je pense que oui, parce que il n'y a pas meilleur qu'un scientifique pour être démagogue puis pour changer, pour interpréter les données à sa façon. Moi, je l'ai toujours dit, si j'étais anti-vaccin, je serais vraiment bonne. Non? Non, mais je vous le jure, là, parce que je suis capable de faire avaler mon message. Et donc, puis je suis capable d'aller chercher les données puis de dire, oh, mais cette affaire, ça ne marchait pas, donc cette étude-là vaut rien. Tu sais, la critique d'un article qu'on est capable de faire, souvent on est capable de dire, bon, ça n'a pas d'impact en bout de ligne, mais il y a des articles où il y a des biais qui sont des fatal flaws, puis qui sont quand même poussés vers l'avant. Mais donc oui, il y a des scientifiques qui étaient très bien placés un peu partout dans la province, qui ont décidé qu'eux étaient contre la vaccination des enfants, par exemple, et ont été chercher des données qui étaient en plus fausses, mais parce qu'ils ont une certaine envergure, puis un canal de communication, puis parce qu'ils sont scientifiques, c'est écrit PhD derrière leur nom avec un poste de prof à l'université X, bien, les gens ont tendance à les écouter. Donc oui, tout à fait, les scientifiques ont aussi joué un rôle là-dedans. Merci. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Sinon, j'ai des commentaires qui vous démontrez bien l'importance des vulgarisateurs scientifiques. Merci de rendre la science plus accessible à tous. Ça aussi, ça va contre la désinformation. Donc, on a des beaux commentaires à votre égard. Merci. Alex, Virgile, je vous laisse conclure. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup, Dr. Coche. On va vous laisser aller présider votre comité, continuer votre bon travail. Attendez, je pense que Virgile avait quelque chose à dire. Oui, c'est ça, mon micro était fermé. Je voulais juste vous remercier pour cette excellente présentation qui clarifie pas mal des choses que parfois on pense intuitivement, mais ça montre la complexité de la chose. Merci encore une fois.